Voilà, et on installe donc ce nouveau plateau. On va parler dans le détail de ces problématiques financières qui ont déjà été évoquées et qui sont une partie du bilan de 2021. Donc j'ai à mes côtés mon confrère journaliste Christian Apotelos, journaliste à Gomette, pardon. Donc à côté de moi, c'est Jean Ticori, qui est vice-président de la CRES et qui est en charge de nous expliquer comment fonctionne le fonds Invest Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va y revenir dans quelques instants. Et puis, trois personnes qui ont bénéficié du soutien de ce fonds, Jean. Cyril Zimmermann, qui est le fondateur de la plateforme. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Et puis, nous avons également Anne-Sophie et Christophe Roturier, qui sont associés dans la cagnotte des proches. Alors, peut-être un mot, Jean, on évoquait le financement, le fait que le message qu'on a peut-être à faire passer aujourd'hui, c'est que s'il y a des beaux projets dans l'économie sociale et solidaire, il y a des financements. Et vous avez donc créé relativement récemment cet outil qui est le fonds Invest Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques phrases ? Oui, tout à fait. Donc c'est un projet qui a émergé en 2020, puisque la levée de fonds s'est terminée en décembre 2020, et qui a pour objectif de doter au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les entreprises de l'économie sociale et solidaire d'un outil de financement qui leur soit strictement dédié, alors qui n'est pas le seul outil qui existe, mais qui vise effectivement à permettre à des entreprises d'une certaine taille de disposer de tickets d'investissement qui sont compris entre 150 et 700 000 euros et qui correspondent effectivement à un besoin de développement sur des projets qui sont souvent des projets de moyen long terme et où on a estimé qu'il fallait qu'on dote cette région d'un outil de ce niveau-là. C'est une innovation, c'est aussi une innovation technique dans la finance, parce que bon, c'est quand même des projets sur lesquels il n'est pas forcément évident d'avoir les mêmes taux de rendement que sur des projets entre guillemets classiques. Donc pour la société de gestion avec qui vous travaillez, ça demande un peu de gymnastique. Disons qu'il y a deux sujets. Alors le premier, c'est qu'effectivement, les investisseurs dans le fonds, donc qui est doté de 10 millions d'euros, ont accepté de faire le pari parce qu'ils avaient une volonté d'être présents dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, accepté donc d'investir en ayant une perspective de rendement inférieur à celle qui est le rendement attendu des fonds classiques. Et là, les choses étaient posées très clairement et c'est effectivement un engagement de leur part et c'est clair que sans cet engagement-là, le fonds n'aurait pas pu voir le jour. Et la deuxième chose, c'est donc A+ Finance, qui est la société de gestion avec qui nous travaillons, a effectivement des sujets qui sont des sujets un petit peu plus d'ingénierie et de montage financier qui visent effectivement à rendre cohérent ce qui est la capacité des entreprises financées avec ce que sont les attentes en matière de rendement des investisseurs, parce que s'il y a un effort qui a été réalisé, c'est clair que ce fonds est un fonds d'investissement avec des investisseurs privés et qui a donc effectivement une attente de rendement sur laquelle on doit tous travailler. Alors, parmi les entreprises que vous avez donc financées, eh bien Cyril Zimmermann, qui est le fondateur de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Cyril, rapidement la plateforme, qui commence à être bien connue à Marseille, mais quand même. Bonjour. Oui, avec plaisir. La plateforme, c'est une école d'informatique qui est ouverte à tous les publics. Elle est gratuite, c'est-à-dire sans frais de scolarité, et elle peut durer de 1 an à 5 ans, avec pour mission de pouvoir proposer des formations qualifiantes qui amènent vers l'emploi des publics qui sont éloignés de l'emploi, des publics qui ont été en emploi mais qui veulent se reconvertir, mais aussi des publics qui sont intéressés par les modalités pédagogiques qu'on peut proposer et qui auraient pu avoir un parcours universitaire plus classique. Et c'est dans le mélange des publics et des gens qu'on arrive à créer un espace cohérent, chaleureux, accueillant, inclusif, et qu'on arrive à faire progresser l'ensemble de ces publics vers les niveaux de qualification demandés fortement par toutes les entreprises sur la métropole, en PACA et nationalement. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une action d'insertion économique et sociale à l'échelle des besoins de Marseille et la région PACA, mais d'avoir aussi une audience nationale avec une implantation locale. Donc on est dans une démarche de SS parce qu'on touche des publics qui sont en dehors de toute logique de marché classique. Et en même temps, on est très fortement inséré dans l'économie parce qu'on le fait avec les entreprises et avec tous les acteurs économiques. Christian ? Oui, je voudrais poser une question à Jean Ticori, parce que vous avez créé la surprise quand même. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui lance un fonds, on se dit, bon, c'est un bel effet d'annonce, qui ramasse 10 millions d'euros, c'est quand même un beau succès, et puis qui le confie en plus à une société de gestion qui a l'habitude de gérer du capital développement, c'est quand même aussi une troisième surprise. Aujourd'hui, quel est le flux ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent ? Est-ce qu'il y a vraiment un public ? Est-ce que vous avez des dossiers ? Comment vous fonctionnez ?
Je dirais que la caractéristique de ce qu'on a réalisé, donc on a lancé, le fonds a été closé, comme on dit, en fin 2020. L'année 2021 a été compliquée, Covid oblige. Ceci étant, on a quand même réalisé d'ores et déjà un certain nombre de traitements de dossiers. Il y a environ 120 dossiers qui ont été examinés en amont du travail que nous faisons. Et ensuite, la caractéristique du fonds, c'est d'avoir un travail en fait à 2 étages. Donc un premier étage qui est un comité qui a pour objectif d'examiner les dossiers qui sont présentés, non pas du point de vue de leur logique économique, financière ou des montages juridiques à trouver, mais d'abord de leur logique ESS et donc de la qualification de ces dossiers dans l'univers de l'ESS compte tenu des valeurs et des caractéristiques qu'ils portent. Et donc ce comité se réunit maintenant mensuellement et on en est environ pour l'instant à une 30aine de dossiers qui ont été examinés par ce comité. Et lorsqu'un dossier est examiné par le comité, on suppose qu'il a souvent, parce que c'est construit comme ça, quand même comme ça, l'aval du comité, c'est ensuite la société de gestion A+ Finance qui prend le relais et qui travaille sur les sujets de validation économique, financière, juridique et de négociation des conditions d'intervention. L'intervention se fait sous forme, alors elle ne peut pas se faire en capital, puisque si c'est des structures associatives, elle peut se faire comment? C'est du crédit? Alors, en gros, on a toute la palette des outils de financement qui sont ouverts par le fonds. Dans certains cas, on peut utiliser des outils en capital, mais ce n'est pas la majorité des cas, puisque en domaine d'ESS, c'est quand même pas la majorité des structures qui disposent d'outils en capital. Par contre, on a effectivement beaucoup de sujets de type obligataire, avec des obligations convertibles, avec éventuellement donc des structures de prêt, des apports en compte courant, des achats de titres associatifs, ce qui nous est arrivé également. On a donc une très grande diversité de modalités d'intervention pour ce fonds. On va peut-être passer maintenant la parole donc à nos amis de la cagnotte des proches pour une présentation, puis on demandera à Cyril, à Christophe, à Anne-Sophie, avec le concours bien sûr de Christian, parce qu'ils attendent de cet accompagnement financier lancé par la CRES. Alors, pouvez-vous nous définir ce qu'est la cagnotte des proches? Là, on est sur des projets qui sont très différents du projet de la plateforme, mais ça montre qu'aujourd'hui, l'ESS a des projets qui sont extrêmement vastes et variés dans notre région. On commence par Anne-Sophie. Ouais. Donc la cagnotte des proches, c'est une cagnotte en ligne, médico-solidaire. L'idée de la plateforme, c'est de pouvoir accompagner des familles qui sont impactées financièrement par une maladie, un handicap, un accident de la vie. On a un très bon système de santé en France, mais en fait, quand on est vraiment dans le dur, quand on est touché par une situation comme ça très grave, on se rend compte que le reste à charge est très important. Et donc, on fait appel à la solidarité des proches de ces familles pour les aider à financer ces besoins. Ça fonctionne comment, donc, Christophe? Déjà, pour vous faire connaître, et puis ensuite pour que le système se développe quand même avec aujourd'hui une viabilité économique. Quel est le modèle économique que vous mettez en place? Alors, on fonctionne comme une cagnotte en ligne. Là-dessus, fonctionnellement, vous retrouverez des choses assez similaires à ce que vous avez sur les plateformes généralistes. Après, nous, c'est vrai qu'on on est une entreprise de l'ESS, ça c'est très clair. On a souhaité se lancer et aider ces familles qui sont fragilisées par des situations de maladie, d'accident de la vie. Et donc, on se distingue en offrant un accompagnement humain qui est assez exceptionnel sur ces cagnottes qui vont être ouvertes sur le site. Et donc cet accompagnement, il s'illustre notamment par l'existence d'une plateforme médico-sociale qui est dirigée par Anne-Sophie, avec des profils médico-sociaux qui accueillent les cagnottes, qui les contrôlent, les vérifient, et qui, pour certaines d'entre elles, va les accompagner lorsqu'il s'agit de familles isolées qui vont avoir besoin de conseils pour digitaliser les cagnottes ou pour aller collecter des dons auprès du réseau, voire même de mécènes. Donc ça, c'est notre fonctionnement, l'accompagnement, le modèle solidaire. On a fait le choix de se rémunérer au pourboire, donc un modèle qui est 100% solidaire. Un petit peu plus que ce qu'il faudrait, et c'est là-dessus que vous avez une rémunération qui fait tourner l'entreprise. Voilà, on vit des pourboires qui sont laissés par les utilisateurs, les donateurs, les cagnoteurs. Et puis, donc c'est un système qui fonctionne, il faut le dire. Il fonctionne parce qu'on accompagne, parce qu'on propose quelque chose à ces familles. Et puis, eh bien, pour grandir, et c'est aussi pour cela qu'on s'est rapproché d'Invest PACA, pour grandir, on fait le choix, on mise sur des partenariats que l'on va nouer avec des acteurs de solidarité. Donc Anne-Sophie en parlait un petit peu, les acteurs du système de santé, ça pourrait être la Sécu, mais ça pourrait être aussi les mutuelles, les assureurs, les complémentaires. Et donc c'est avec ces gens-là qu'on souhaite continuer à grandir pour créer des dispositifs de solidarité innovants. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de ce financement? Parce que vous venez de mettre en place un nouveau site.
pas mal. On dit, bon, ça y est, ils sont partis. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de lever, je crois que c'est 350 000 euros que vous avez qui vont vous permettre de financer vos projets. Vous levez encore plus, jusqu'à 500 000. Quels sont les besoins et qu'est-ce que ça va vous permettre comme développement ? Alors, on souhaite, on a sorti un nouveau site, on va continuer à développer notre produit. Il y a de plus en plus de trafic qui passe par la plateforme. On a accompagné plus de 2000 familles, on a collecté plus de 3 millions d'euros de dons, on est en croissance continue depuis 3 ans. Donc, il faut une plateforme robuste et donc on va continuer à enrichir notre produit. Et puis, la levée va nous permettre d'investir aussi sur ces partenariats commerciaux que j'évoquais à l'instant et sur l'élargissement de l'équipe. Alors Cyril, la même question peut-être pour vous. On sait que derrière la plateforme, il y a aussi des grandes entreprises du territoire qui vous soutiennent. Vous voir donc, j'allais dire, bénéficiaire de ce fonds, c'est intéressant. Quelle a été la démarche ? Je crois que la démarche ESS, c'est une ligne de crête. On a une grande tradition associative en France. Le deuxième employeur français, c'est le monde associatif. C'est 15% de l'emploi salarié. Et depuis 10 ans, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau avec des modalités financières rénovées, avec des partenariats publics-privés rénovés, avec des logiques de partage qui sont rénovées. Et on est en train de créer une synthèse. Donc, on est en train d'innover, on est en train d'inventer, on est en train de faire des tests, de réussir, parfois de ne pas réussir, donc de faire des erreurs. Donc, ça veut dire que c'est une aventure humaine. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'autrui encore plus que dans une aventure classique entrepreneuriale ou associative selon les modalités de la loi de 1901. Donc je pense que c'est important de le faire avec des gens qui ont le même but que vous, c'est de créer un modèle qui soit plus solide, plus pérenne, qui permette d'aller plus loin ou différemment que les modèles qu'on a expérimentés en fait dans les précédentes décennies. Donc travailler avec la CRES, travailler avec Vespaca, recevoir un investisseur en fait de l'ESS, c'est pas que de l'argent, c'est surtout la capacité à travailler avec un but aligné, avec des personnes qui recherchent la même chose que vous, c'est-à-dire à trouver ce subtil équilibre entre l'économie de marché et puis le but collectif. Dans les étapes de la construction de cette école du numérique, cet apport vous permet de franchir quel pas en avant ? Qu'est-ce que vous allez faire de plus que s'il n'y avait pas eu ce financement ? Alors, on a un modèle de gratuité totale pour les étudiants et en même temps, on arrive à s'autofinancer puisqu'on travaille avec les organismes de compétences, les fameux OPCO, qui financent les études des étudiants qui sont en alternance. Donc, à un instant T, pour 400 étudiants, on a en face de ça suffisamment d'alternants pour s'autofinancer, si vous voulez. Donc, si on ne fait pas de croissance ou si on fait une croissance molle, on n'a pas besoin de fonds. En revanche, pour passer de 400 étudiants qui sont rentrés en septembre 2021 à 600, 650 en septembre 2022 et à 1200 en septembre 2023, là, on a besoin de fonds. Donc, l'apport financier, il est pour accélérer. Il n'est pas pour reproduire l'identique, il est pour passer l'étape. Et pour vous, cet apport financier, c'est aussi des possibilités d'avoir de nouveaux collaborateurs qui travaillent avec vous, d'embaucher pour la cagnotte des proches. Il y a une perspective où s'il y a du développement, il faut que vous soyez plus nombreux. Il y a une croissance à gérer. Oui, tout à fait. Je vais vous demander de reprendre le micro, juste. Voilà. Excusez-moi. Non, Oui, mais moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Hein, pas de souci. Oui, la levée s'est bouclée fin décembre et donc on a pas tardé à lancer les premières actions. On a recruté 2 personnes et notamment 2 personnes qui vont travailler avec Anne-Sophie sur l'accompagnement, donc qui vont rejoindre le support. Et puis on est en train de voir pour faire grossir l'équipe davantage, oui, sur la partie marketing et développement. Votre croissance, elle est régionale. Vous avez commencé avec un réseau de proximité. Quand on voit votre site, on a plusieurs domaines. Vous avez commencé par le médical. Est-ce que c'est ces domaines-là qui démarrent ? Est-ce que c'est l'effet de proximité ou est-ce que vous avez déjà une couverture hexagonale, voire sur le monde francophone ? Non, mais on est une cagnotte en ligne digitale, donc on a cette chance de pouvoir couvrir tout le territoire et même les pays limitrophes, francophones. Et il n'y a pas, voilà, les spécificités des cagnottes, il y a rien de, voilà, ça touche toujours un petit peu les mêmes thématiques qu'on retrouve sur la plateforme. Jean, qu'est-ce qui a amené le conseil du fonds à dire bon ben voilà, ces 2 projets, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui vous a séduit maintenant que c'est fait? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces 2 projets? Je crois que Cyril a donné une partie de la réponse. C'est que ce qui est en jeu aujourd'hui,
c'est effectivement la capacité qu'on va avoir à trouver ensemble un modèle qui soit un modèle plus équilibré entre ce que le respect de l'ensemble des valeurs de l'ESS sur les sujets de gouvernance, de répartition de la richesse, d'inclusion, de parité, de respect des contraintes environnementales, et les sujets de contraintes économiques qui continuent à peser. C'est un sujet effectivement majeur pour nous que d'avoir tout le temps en ligne de mire ces deux questions-là. Et ce qui fait qu'un dossier, il est analysé, il est vu, il est débattu, il fait l'objet d'échanges pour ensuite entrer dans une phase donc, de négociation plus financière, c'est qu'il arrive à porter dans ces deux catégories de critères-là un certain nombre de sujets qui très clairement leur attachent au monde de l'ESS. Alors, on ne dit pas que tout dossier doit cocher toutes les cases, mais ce qu'on dit, c'est que s'agissant des questions de, j'allais dire, de satisfaction de besoins économiques, de finalité des dossiers, s'agissant des questions de modalités de fonctionnement ou s'agissant d'externalité des dossiers, il faut qu'on retrouve régulièrement les sujets qui sont les grandes préoccupations de l'ESS, et que ce soit pour la cagnotte des proches ou pour la plateforme, on a effectivement trouvé, du point de vue des besoins qui étaient satisfaits, des valeurs qui étaient portées, des modalités d'organisation, tous les éléments qui qualifiaient pour nous parfaitement ces dossiers comme étant des dossiers de l'univers de l'économie sociale et solidaire. Christian ? Oui, ce que sont les valeurs quand même, c'est quand on a une entreprise qui dit mon mot d'ordre, c'est faire du bien autour de soi. Et on dit on a un projet d'entreprise sur une valeur clairement affirmée, qui est une valeur éthique, faire du bien autour de soi. C'est quelque chose qui est partagé par vos équipes, qui attire des gens, qui vous motive et qui motive une entreprise familiale, parce que vous êtes à la ville marié, et puis il y a de la famille dans l'entreprise. Comment vous vivez ça ? On est vraiment une entreprise engagée. Je dis souvent qu'on est une entreprise en mission. Donc cette baseline, faire du bien autour de soi, elle est venue naturellement après qu'on ait trouvé le nom de la cagnotte des proches. Oui, l'ensemble de l'entreprise est animé d'une mission de créer du lien social, d'aider des familles qui sont fragilisées par des situations de maladie, de handicap qui sont très très lourdes à porter. On ne réalise pas ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, et c'est pas seulement lié au Covid, c'était bien avant, et ça, malheureusement ça continue. Mais un cancer, un accident, des obsèques fragilisent des familles, et donc notre plateforme est une soupape. Notre service les aide à affronter ces épreuves, leur permet de collecter des fonds, et on a constaté qu'il y avait un avant et un après cagnotte des proches. Il y a un effet thérapeutique sur les gens grâce aux dons, grâce aux messages, donc ça porte bien son nom. Et sur cette motivation, Cyril, un petit peu la même question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos troupes, comment vous les motivez autour de cette notion de SS qui est pas toujours très facile à appréhender en fait, hein. Aujourd'hui, on a une trentaine de salariés, que ce soit l'équipe pédagogique ou l'équipe de gestion. C'est des personnes en fait qui avaient entre 10 et 20 ans d'expérience derrière elles et qui ont été contentes de retrouver cette expérience alors qu'elles étaient en poste ailleurs. Donc c'était un choix. Donc elles savaient pourquoi elles venaient. Et elles sont là et elles sont plus motivées que jamais après bientôt 2 ans et demi d'existence, parce que effectivement on adresse en fait un but qu'on voit. Alors à chaque fois qu'on s'en approche, il s'éloigne, hein, c'est le propre en fait des missions d'ordre social, mais c'est ça justement qui est la motivation, c'est que on donne de l'énergie, on en retire en retour, mais on sait qu'il va falloir en redonner pour aller à l'étape d'après. Et dans la formation, dans l'éducation, ce qui est fantastique, c'est que vous voyez la transformation chez autrui entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un 6 mois après. La formation, c'est un investissement en réalité de cycle court. Vous faites une route, vous faites un aéroport, ça prend du temps. Et avant que c'est un effet d'entraînement, ça prend du temps. Sur l'éducation, c'est des cycles de 5 à 10 ans. Et quand vous travaillez dedans, vous voyez les effets pas chaque jour, mais mois après mois. Et c'est fantastique. Jean, il nous reste 45 secondes pour conclure. Cette initiative de la CRES, d'avoir créé ce fonds, c'est aussi donner de la visibilité sur les services que la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire est capable d'apporter à ses adhérents et à ce monde de l'ESS.
C'est clair qu'on souhaite faire évoluer le modèle de notre chambre régionale vers une chambre qui est, alors non seulement dans ses fonctions un petit peu traditionnelles, un porte-parole de l'ESS, l'interlocuteur, j'allais dire, de l'ensemble des institutions et de l'ensemble des partenaires, mais qui a également une capacité d'innovation, une capacité de service. Donc le fonds est l'un des exemples de ce que nous faisons. Il y a aussi des sujets d'information, de mise en réseau, de formation, de webinaire. Il y a un salon des achats qui va devenir un salon des achats responsable annuel et un événement donc extrêmement important. Et l'idée étant que, alors on ne va pas parler d'exemple, le terme est mal choisi, mais qu'on essaie aussi d'aller faire se développer ces modèles-là. C'est-à-dire que par exemple le fonds Invest PACA, on considère qu'il a vocation à se répliquer dans d'autres régions, et on considère aussi que toujours dans les sujets de financement de l'ESS, il faut qu'on arrive à travailler et à trouver des modèles qui sont des modèles de financement peut-être plus importants que des fonds régionaux. Donc ça fait un certain nombre d'axes de développement sur lesquels on travaille régulièrement, avec toujours le même objectif, c'est il faut qu'on travaille à faire évoluer le modèle de l'ESS pour plus de présence économique, plus d'efficacité et toujours les mêmes valeurs. Et on est vraiment dans cette équation-là. Merci madame, merci messieurs d'avoir été avec nous sur cette séquence consacrée à ce fonds Invest qui vous a été bien présenté avec donc toutes ces manifestations concrètes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi. Et puis on va ouvrir une nouvelle séquence qui est une séquence de remise d'un prix ESS. Vous allez voir que l'ESS dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est des prix régionaux qui montent aussi au national. Voilà, dans quelques instants donc. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.